plus important, c'est de savoir qu'on joue pas. Pour le numéro 1, est-ce qu'on pouvait avoir 3 powerheads en plus, s'il vous plaît, pour les joueurs? Il y a des points moins forts. Donc on va essayer d'utiliser leurs points forts avec nos points. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous apporter 3 powerheads en plus pour les joueurs, s'il vous plaît? Avec notre point fort. C'est un bon match, évidemment. Il va falloir faire un gros match, messieurs. Allez-y, vous pouvez commencer à vous rapprocher du terrain. Et les autres finalistes, messieurs, venez là avec donc, les favoris de cette finale. On les attend parce qu'ils sont tenants du titre notamment. Ce statut de favori, pour l'instant, vous l'assumez dans ce tournoi sans problème. Pardon, répétez. Le fait d'être favori, ça se passe bien pour l'instant dans ce tournoi. Bon, et pour l'instant oui, mais tu sais, dans le tennis, et il n'y a pas de favori. C'est mieux pas penser qu'on est favorite parce que sinon on se fait le relax et c'est catastrophique. He says that we're favorites in the tournament, but I'm saying we shouldn't think about this. On doit jouer, se concentrer chaque point et ça va être un bon match. Et oui, je crois. J'ai envie de jouer un match. You know what is it to be favorite? You no, it's not a problem for you. Yeah, there's no such thing as favourites when it comes to tennis. So, yeah, these guys are two young players that are really talented. So I'm sure it's going to be a difficult match. And there's been many upsets in all kinds of sports over the years. So we can't take anything for granted. We have to try and bring our best level today. You are champion, you are humble, and have a good match. C'est dans quelques instants donc cette finale avec les favoris donc qui vont rentrer sur le court dans quelques petites secondes, messieurs. Merci beaucoup Benoît. Donc on le voit, ce tournoi qui se dispute sur les superbes installations de la Mouratoglou Tennis Academy. C'est vrai qu'ici, Michael, toutes les conditions sont réunies pour faire un super tournoi. Oui, la Mouratoglou Tennis Academy, vous savez, c'est la plus grande académie d'Europe, voire même du monde. Les joueurs nous le disent, ils ont l'impression d'être comme sur un tournoi du Grand Chelem. Vous avez plus de 30 cours, donc on manque de rien ici. Vous avez de la cryothérapie, des bains chauds, des bains froids, des salles de gym adaptées aussi pour les athlètes paralympiques, donc ouvertes à tous. Et donc là, pour les joueurs arriver dans ces conditions, c'est vraiment un privilège. Donc c'était aussi ça, c'est d'organiser un tournoi de tennis dans n'importe quel endroit, mais là où on peut garantir un spectacle de très haut niveau et meilleures conditions pour les joueurs. Je me permets, Franck, sur l'interview de Gordon Reed et de Dani Versace, l'humilité de Gordon. J'ai eu la chance de jouer avec lui quand j'étais plus jeune. Et donc on le sait qu'on est favoris. On préfère publiquement. En fait, je ne pense pas, mais on le sait. Et quand on perd et qu'on est favori, c'est plus dur à gérer. Mais c'est 4 super bonhommes là qu'on a pour cette finale. Ouais, on a reconnu dans les propos de Gordon Reed peut-être toute son expérience. C'est vrai que c'est un vieux briscard du circuit, j'ai envie de dire, qui a été au top en 2015. Là, il a gagné au mois de septembre l'US Open en double. Ouais. Ça veut dire qu'il reste quand même très performant. Il est numéro 8 en simple et numéro 4 en double. Et on l'a vu à l'image, ils vont être opposés à la jeune garde du circuit. Oui, effectivement, Gordon là, vient de gagner avec Alfie Hewitt à l'US Open. Ils sont en fait en concurrence directe avec nos Français et tenant du titre au jeu de Rio, Stéphane Houdet et Nicolas Pfeiffer. Donc ils vont se tenir la dragée haute jusqu'au jeu de Tokyo. Ce sera à mon avis les finalistes. Là, Gordon et Dani sont tenants du titre au French Riviera Open. Donc malgré les demandes du coach de Martin que les deux Espagnols jouent ensemble pour préparer les jeux, Dani a dit qu'il voulait rester avec Gordon pour défendre son titre. Et donc face à eux, on a Martin Alpuente qui est un tout jeune Espagnol, qui est le numéro 1 espagnol actuel, et Jeff Van Dorp. Jeff Van Dorp, c'est un peu la révélation cette année. Moi, je vous le dis, je ne le connaissais pas. J'ai entendu parler de lui. Il vient de gagner l'Open de Belgique. Exactement, qui est un ITF1, l'équivalent d'un Master 500. On en reparlera après des classifications, mais Jeff Van Dorp a battu en demi-finale le Belge et numéro 1 belge Joachim Gérard, qui est top 6 mondial, et il a battu en finale le Stéphane Olsson, qui a remporté 2 fois de suite Wimbledon. Donc du très très haut niveau. Merci. Alors on sait que vous avez organisé pas mal d'opérations, évidemment, pour démocratiser toujours un peu plus cette pratique. On sait notamment, on le voyait à l'image, Dani Caversacci a rencontré notamment des jeunes de l'académie. C'est toujours une rencontre importante pour des jeunes valides de voir la performance réalisée par ces athlètes.
Oui, c'est un enjeu important pour nous. Le French Riviera Open, c'est pas uniquement un beau tournoi de tennis. Ça, effectivement, on fait le boulot et mes équipes le font très bien. C'est qu'il faut que ce soit utile, que ce soit un tournoi engagé pour des causes d'intérêt général et notamment la sensibilisation du plus grand nombre et dès le plus jeune âge à la question du handicap. Donc, on a accueilli cette semaine plus de 900 enfants, écoliers et collégiens de la région PACA. On aura des images tout à l'heure au changement de côté à vous montrer. Super, et donc qui viennent essayer le tennis en fauteuil, qui viennent rencontrer les joueurs et les joueuses, qui vont leur faire des conférences et échanger avec eux pendant la semaine du tournoi. Alors on voit les joueurs qui sont en train de se préparer. Est-ce que, comme sur le circuit ATP, les joueurs vont taper la balle, il y a un échauffement particulier avant une finale comme ça ? C'est exactement la même chose. Là, vous avez des sportifs de haut niveau, de très très haut niveau, des sportifs professionnels. Jeff, comme il est tout jeune, à mon avis, est en train sûrement de basculer sur une structure professionnelle, mais je sais que les autres le sont. C'est leur métier. Ils jouent toute l'année, à plein temps. Ils sont 6 mois par an à l'étranger. Ils ont un entraîneur, un préparateur physique. Certains ont même une structure médicale. Là, ils se sont entraînés tout à l'heure physiquement à la salle de gym ce matin. J'ai vu Danny et Gordon notamment. Ensuite, ils sont allés s'échauffer tennistiquement. Ils ont chacun leur protocole d'échauffement. On est vraiment sur le même engagement. En termes de haut niveau, le parallèle est le même. Les champions et championnes que vous avez l'habitude de voir à la télé, les Roger, Serena et autres Nadal et Djokovic sont exactement les mêmes athlètes. Quand on se côtoie en tournoi du Grand Chelem, on a exactement le même regard posé les uns sur les autres. Vous disiez qu'ils avaient tous quasiment un préparateur physique. Le préparateur physique de Patrick Mouratoglou, je crois qu'à l'époque, il est un peu à l'origine de votre rencontre. Vous aviez poussé les portes de son académie à l'époque qui était en région parisienne pour justement affiner votre préparation et vous approprier les services d'un préparateur physique. Oui, moi j'ai commencé le tennis en fauteuil en novembre 2000. J'ai eu un accident en février 2000. En novembre 2000, j'arrive à Montreuil. C'était le début de l'académie de Patrick Mouratoglou. Et en fait, je vais le voir et je lui demande si je peux avoir accès à des terrains. Est-ce qu'il peut mettre à disposition un préparateur physique? Et donc je fais la rencontre de Gérald Cordémy, qui deviendra mon préparateur physique et préparateur mental et qui m'emmènera avec Jérôme Delbert, mon entraîneur, à la première place mondiale en 2005. Et après ça, je suis parti vers d'autres horizons. Lui aussi, l'académie est partie en région parisienne à Tiverval et puis il y a maintenant plus de 5 ans, est ici à Sophia Antipolis. Et on le rappelle, Mickaël, vous avez été numéro 1 mondial en simple et en double, quadruple médaillé paralympique. Et vous avez 7 titres du Grand Chelem à votre acquis. Un très beau palmarès. Aujourd'hui, vous êtes un jeune retraité, très actif. On imagine que vous allez jouer un rôle évidemment aux Paralympiques de Paris 2024. Et puis il y a cette organisation de tournois. Vous voulez en faire une place forte sur le calendrier des tournois, toutes disciplines confondues. Oui, moi j'ai pris ma retraite sportive, je continue à travailler en 2016 après les Jeux de Rio. Un des métiers, une de mes casquettes, c'est d'être directeur du French Riviera Open. C'est un tournoi international de tennis ambitieux. D'ici un an, donc là on est ITF2 cette année, donc l'équivalent d'un Master 250. On passe l'année prochaine ITF1, donc on sera l'équivalent d'un Master 500. Et on veut dès 2021, donc dans les 4 ans qui vont préparer la Paralympiade de 2024, on veut passer Super Série et donc équivalent de Master 1000. Donc d'ici 2 ans, être le plus grand tournoi international de tennis en fauteuil, derrière les grands chelems, évidemment, là on est sur d'autres moyens, d'autres structures. Mais par contre, à plus long terme, c'est une ambition qu'on partage avec mes co-organisateurs, que sont Cédric et Patrick Mouratoglou, c'est de devenir le 3e plus grand tournoi de tennis en France, tout tennis confondu. Donc Roland Garros, compliqué pour nous d'aller les challenger, on n'aura jamais les moyens de la notoriété, et ensuite le Rolex Bercy Paris Masters, et donc de passer 3e, d'être juste derrière eux, derrière ces 2 tournois. Donc ça voudrait dire, ils vont sûrement pas l'entendre de cette oreille, mais d'être en capacité de challenger des tournois comme le Moselle Open, l'Open 13, ces très grands tournois français qui ATP qui accueillent nos plus grands champions. Et quand on voit aujourd'hui les tribunes qui sont pleines, c'est une grosse satisfaction, j'imagine, par rapport à tout l'enjeu de cette organisation ici à Sophia Antipolis. Le public a répondu présent. Oui, le public répond présent là pour le week-end, pour nos finales. C'est important pour nous. L'idée, c'est pas uniquement pour satisfaire l'ego des joueurs et de les mettre en lumière. C'est qu'à un moment, ils sont plus que des sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que vous avez des très grands champions là sur le terrain. Vous avez des gens qui ont des histoires et des parcours extrêmement inspirants. Ce que le public aime, c'est du spectacle et des belles histoires. Là, vous y êtes. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont, pour certains, une maladie de naissance, d'autres qui ont eu un accident de la vie, des personnes qui se sont reconstruites notamment grâce et par le sport et qui aujourd'hui sont
devenus des champions, vivent leurs rêves, sont sur des terrains de tennis dans le monde entier et viennent inspirer les jeunes et moins jeunes générations. Et donc là, oui, on a du monde, on a des jeunes qu'on accueille toute la semaine. On a encore une fois plus de 900 écoliers collégiens qu'on a accueillis qui viennent aussi voir les matchs. Donc oui, c'est une satisfaction et on est qu'au début. C'est que la 3e édition. On s'est fixé aucune limite cette année, en tout cas pour l'avenir. Et on va poser les bases parce que c'est quand même important et c'est vrai qu'on ne voit pas assez souvent du tennis en fauteuil, notamment sur les antennes, mais aujourd'hui Canal+ est là derrière vous, j'imagine que c'est une grande fierté. Le circuit de tennis en fauteuil, il est quasiment calqué sur le circuit ATP, c'est-à-dire qu'il y a un classement mondial. Pour donner un exemple, ce mois-ci, au mois de septembre, il y a 30 tournois organisés à travers le monde, c'est énorme. C'est une organisation qui est complètement professionnelle, calquée sur le monde de l'ATP. Oui, le tennis en fauteuil, le Wheelchair Tennis Tour, il est rattaché à la Fédération internationale du tennis, comme l'est l'ATP, WTA, Junior et Senior. Et donc, vous avez des centaines de tournois dans le monde entier, donc un circuit extrêmement dense avec des catégories, on en a parlé il y a un instant, des classifications comme pour les valides, et donc oui, un circuit professionnel, donc avec évidemment des contraintes et des engagements pour les joueurs. Ils doivent arbitrer, est-ce qu'ils font tel tournoi, telle programmation, et donc on commence en Australie en début d'année, donc on va fin décembre dans l'hémisphère sud pour s'acclimater, en tout cas pour les Européens, et donc en janvier vous avez Sydney, puis l'Open d'Australie, ensuite vous allez à la Ben Amro à Rotterdam, donc là qui est un tournoi ATP, et donc on a un tournoi homme aussi chez nous, et ensuite vous avez donc toute la tournée États-Unis, tournée Asie, on se retrouve à Rome puis à Roland-Garros en même temps, puis après on se retrouve à Wimbledon. Nous après on enchaîne l'été plutôt sur de la terre battue en Europe, et à partir de septembre là on enchaîne des tournées américaines dont l'US Open. Donc on a chez les hommes on a 6 tournois qui se déroulent en même temps, les 4 tournois en Chelem plus Rome et la Ben Amro, et chez les femmes il y en a 5 en même temps. Donc voilà, et puis pour revenir très rapidement, effectivement un des enjeux pour nous c'est la médiatisation du sport paralympique, du tennis, mais aussi de tous les sports paralympiques. Vous parliez à juste titre des Jeux de 2024, c'est un enjeu important, et donc moi je suis très fier que Canal+ le fasse. On attend toujours d'autres médias pour le faire. Là Canal+ le fait. L'année dernière avait été le premier diffuseur à diffuser en direct une finale de tennis en fauteuil, cette année 2, et donc on en est extrêmement fiers. C'est vrai que ce sera un vrai objectif pour vous, Paris 2024. On rappelle que vous êtes un membre de la commission des athlètes de Paris 2024. Pour revenir plus concrètement à cette finale, aujourd'hui on joue sur une surface rapide du green set. On imagine que c'est peut-être la surface la plus agréable à jouer par rapport au déplacement. Alors la plus agréable, je ne sais pas, il y en a qui sont vraiment férus de terre battue par rapport aux sensations, par rapport au chaud, le fait de faire des grandes glissades, d'autres adorent jouer à Wimbledon sur herbe. Ce qui est certain, c'est que pour les fauteuils, la mobilité la plus efficace, la plus impactante, c'est sur surface rapide, comme ici au French Riviera Open, parce qu'en fait, vous ne perdez jamais de temps dans vos pivots, vous ne dérapez pas au démarrage comme sur terre battue. Quand vous êtes à pleine vitesse dans vos rotations, vous voyez, les joueurs sont toujours en train de bouger, sont toujours en train de pivoter. On ne perd pas de temps du tout. Donc là, c'est là où les joueurs, en tout cas, sont le plus rapides. Donc on devrait avoir un très très beau spectacle. Et d'un point de vue technique, est-ce que par exemple il y a une surface de roue qui va varier d'une surface à une autre ? Ouais, c'est une très bonne question. Moi j'ai commencé à 20 ans, on ne se posait pas ces questions-là, mais quand on a commencé à jouer sur toutes les surfaces, alors on n'a pas de grand constructeur d'équipementier de pneus qui s'est encore vraiment beaucoup lancé là-dessus, mais oui, il faut sur terre battue notamment dégonfler un petit peu les pneus. Alors que là, imaginez une voiture, c'est à 2,7, 2,8 bars. Là, c'est des pneus haute pression qui sont à plus de 8 bars. Les pneus de ces joueurs de tennis. Et donc sur terre battue notamment, il faut un peu plus de surface, donc on les dégonfle un petit peu. Et cette partie qui va débuter donc, finale du double du French Riviera Open avec au service Gordon Reid associé à l'Espagnol Dani Caberzacci face à Martin de la Puente et Jeff Van Dorp. Gordon qui a déjà pris ses responsabilités et c'est lui qui sert. Sur première balle de Gordon, ont décidé d'envoyer Dani à la volée. Et on a vu tout de suite le balai des fauteuils. On recherche le bon placement.
Tout le temps, mais d'ailleurs le terme est très juste, hein, le terme balai, c'est que c'est l'impression qu'on a en le regardant. En fait, on forme des 8 en permanence, c'est-à-dire qu'il faut toujours être en mouvement. L'ennemi du tennis en fauteuil, c'est le fait d'être statique. Et donc là, dès le service, vous voyez Gordon, à la seconde, lui, il a servi, il a directement les mains sur la main courante et il est prêt. Il est prêt à rentrer dans le terrain s'il faut, à venir seconder son partenaire qui est à la volée. Voilà, donc là, Dany, toujours en mouvement, on se replace, et là, ils alternent. Très belle volée. Ouais, très belle montée à contre-temps. C'est très efficace en double. On a tendance à essayer de neutraliser les adversaires. Et là, donc, la volée amortie, même avec les deux rebonds, puisqu'on rappelle que la différence de règle entre le tennis debout et le tennis assis, c'est qu'on a le droit à 2 rebonds. C'est la seule différence. Mais on peut aussi jouer après le premier. Et à la volée, comme on vient de le voir avec cette très belle volée amortie de l'Espagnol. On l'a vu, il a bien anticipé le jeu. Il a senti le bon coup d'attaque de Reed et il est monté directement à la volée. Il y a une vraie évolution du jeu. Il y a une vingtaine d'années, ça jouait beaucoup au deuxième rebond. Les gens étaient très loin, les joueurs de la ligne de fond de court. Et maintenant, que ce soit en simple comme un double, les joueurs avancent, les joueurs prennent des risques, les joueurs montent à la volée, les joueurs montent à contre-temps. Et on est sur un jeu de plus en plus offensif. Plus vous jouez vite, moins vous laissez de temps à l'adversaire de réagir. Donc c'est aussi cette belle évolution. On est sur un sport jeune, ça date des fins des années 70, ça a été créé aux États-Unis, ça a été importé en France au début des années 80. Donc on voit l'évolution technique, technologique, la professionnalisation du circuit aussi, donc c'est de plus en plus spectaculaire. Très bel angle là, trouvé par Reed qui est venu déposer cette volée juste derrière le filet. Là il intercepte, il croise et là court croisé, même sur un très très grand court, impossible d'y aller, même au deuxième rebond, l'angle était parfait. 45, première balle de jeu. S'en sort bien là-dessus, parce que Dany là devait terminer et l'a posé au milieu. Un bon premier jeu donc pour Reed et Caverzacci qui ont bien négocié cette entame de 7. Ils sont opposés, on vous le disait, à la jeune garde du circuit. Jeff Van Dorp, qu'on voit à l'image, le jeune Belge, qui a réalisé des prouesses récemment, qui a battu son aîné, Joachim Gérard, en demi-finale du Belgium Open, donc un ITF1 équivalent de Masters 500, et en finale, le double champion de Wimbledon, Stefan Olsson, le Suédois. Donc on est là sur la génération future. À mon avis, Tokyo, il sera peut-être compétitif en double, en tout cas avec Joachim, le jeune Belge, et en simple, peut-être un peu juste, mais il faudra compter sur eux à Paris en 2024. Et on voit la particularité du Belge qui utilise la même face pour jouer revers coup droit. Oui, effectivement, c'est un coup qui existe a priori que au tennis en fauteuil. On appelle ça le revers inversé. C'est-à-dire que vous faites un revers avec la même partie du tamis que le coup droit. C'est-à-dire que, imaginez, vous faites un coup droit à la même face. Vous faites un coup droit, vous tournez la raquette sur le côté, vous allez taper de la même manière. C'est un coup qui a été créé au milieu des années 80, fin des années 90, parce qu'on a vu que ça nous permettait de nous dégager. Alors que sur un revers traditionnel, c'est beaucoup plus compliqué. Certains le font, mais c'est très dur. Et sur le circuit ATP, on se souvient d'Alberto Beratasegui qui jouait comme ça. Alors lui, il a dû laisser à peu près tous ses poignets. Voilà, c'est ça. Parce que le fait de le faire debout est très compliqué. Là, la position assise, et le fait de pouvoir se pencher et d'une amplitude et une position qui, en tout cas, le permet. Mais le plus beau pour moi, esthétiquement, c'est Gordon Reed qui le maîtrise. Et le plus puissant et le plus spectaculaire, il n'est pas là malheureusement cette année parce qu'il est blessé. Il était finaliste l'an dernier et vainqueur du tournoi il y a 2 ans. C'est Nicolas Pfeiffer, le français. Une puissance, une explosivité, on ne sait jamais où il va. Et donc voilà, c'est les références en la matière. Un retour volé là de Gordon Reed qui est venu mettre un peu la pression. Il n'a pas été incisif, il est reparti. Mais l'avantage en double et avec la vitesse des joueurs, c'est qu'on n'est pas bloqué. On n'est pas bloqué à un endroit. Il y a 30 ans, on avait des fauteuils de 25 kg. Aujourd'hui, on a des fauteuils qui font moins de 10 kg. Et puis on a des machines sur les fauteuils. À savoir ces champions qui aujourd'hui sont capables d'être ultra explosifs, ultra endurants. Et Mani s'est fait arrêter parce que c'est ça dont on parle extrêmement bien. Donc c'est ce qui fait qu'ils sont aussi mobiles sur le terrain.
Et ce sont des fauteuils qui sont créés spécialement pour jouer ou ils l'utilisent dans la vie courante aussi? Non, c'est des fauteuils de sport, c'est des fauteuils de tennis, c'est des fauteuils sur mesure. La différence, donc là on peut la voir à l'image, c'est que les grosses roues sont inclinées, c'est ce qui permet plus de stabilité et surtout de pivoter extrêmement vite. Avec ça on serait embêté dans la vie de tous les jours pour passer les portes. Vous avez derrière sur les fauteuils une petite roulette, on appelle ça une roulette anti-bascule, c'est pour, comme son nom l'indique, ne pas basculer notamment au service. Et ensuite, ils sont sur mesure parce que le fauteuil doit faire corps avec vous. C'est-à-dire que vous voyez les joueurs, dès qu'ils donnent le moindre petit coup de rein, le moindre mouvement, le fauteuil suit. Vu la taille du terrain, vu la vitesse à laquelle ça joue, il ne faut pas se permettre de perdre le moindre quart de seconde sur un peu de flexibilité qu'il y a autour du fauteuil. Donc là, il se décale bien. Ouais, le premier gros rallye dans cette partie. Là il hésitait, il prend du temps, il veut prendre du temps. Il y a Dany qui monte à la volée, qui met sous pression. Il a le temps de la jouer au premier rebond et d'aller chercher notamment le court croisé pour sortir Gordon. Sauf qu'il a hésité, il était entre les deux et donc ça l'emmène sur la faute. Et bon pressing là pour le coup de l'Espagnol Dany. Il y a une première balle de break pour la paire Reed-Caverzacci. Une deuxième balle bien négociée. Alors on voit la recherche de volume, ça gêne. Alors ça c'est la spécialité de Dany Caverzacci là qui a surnommé le Nadal exactement. Du circuit, hein. Alors pas uniquement parce qu'il est espagnol et gaucher, mais parce que c'est un gros combattant, c'est un terrien, il aime l'effort, le goût de l'effort. Vous jouez contre lui, le point il est jamais terminé. Même si vous pouvez gagner nettement, vous savez que sur chaque point il va se défoncer et donc on le voit à l'image. Mais énormément d'intensité dans ses coups et il veut chercher beaucoup de longueur en double parce qu'il travaille ça, il s'aventure de plus en plus à voler, notamment avec Gordon, parce que c'est très sécurisant de jouer avec Gordon. Moi je le sais, je l'ai fait pendant de nombreuses années et puis là ce qu'on voit aussi c'est que dans ce début de partie Jeff Van Dorp et Martin Lapuente sont quand même là à la recherche un petit peu de repères. On sent quand même l'expérience des tenants du titre et donc de Daniel Caverzacci et de Gordon. 0-15, low 15. Avec une double faute de Dany Caverzacci. 0-15. La première, on lui en tiendra par rigueur. Voilà un service volé. Bon, il était resté sur la ligne quasiment de fond, donc service de volée loin, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le tennis en fauteuil, tous les coups existent. Ah si, j'ai une question pour vous, Franck. À votre avis, quel est le seul coup qu'on peut pas faire au tennis en fauteuil? Il y en a un. Il y en a un. Alors écoutez, il y a le coup évidemment, on veut essayer de ramener entre les jambes, ça me paraît compliqué. Et ben voilà, la bonne réponse. On a essayé tous, on a tous voulu faire notre winner, on a voulu faire comme Roger et compagnie, bon, on a tous cassé nos raquettes. Donc en réalité, c'est la seule différence. On peut faire tous les coups et vous verrez des demi-volées, des volées, des amortis rétro, tout ce que vous voulez. Mais bon, donc entre les jambes, on n'a pas encore un moté de fauteuil où on a de la place en dessous, sinon je peux vous assurer qu'on s'y essaierait tous. Parce qu'on sait que vous êtes des vrais cascadeurs sur ces fauteuils. On vous a vu notamment sur une vidéo descendre des escaliers à reculons lors d'une célèbre course automobile. Ça avait donné quelques sueurs froides. Oui, on vit dans une société qui n'est pas parfaitement accessible, loin de là, une société plutôt hostile aux personnes en fauteuil roulant. Donc des fois, il faut s'adapter. Donc oui, j'avais fait mon moonwalk dans les escaliers. Là, on a vu un très beau point gagnant de Martin de la Puente qui a fini en coup de bras croisé dans le trou entre les deux. Et là, Dany qui recherche son pourcentage en première balle. Voilà, deuxième double faute qui est sous pression. 15, 40. Et notamment avec son service. L'enjeu pour lui, c'est vraiment le pourcentage. Il n'y aura pas de service gagnant, c'est pas son point fort. C'est vraiment de prendre le temps. Voilà. Et l'occasion pour de la Puente et Van Dorp de revenir au score avec ses 2 balles de break en ce début de premier set. C'est court, ouais. On profite et c'est fait. De la Puente et Van Dorp qui reviennent à 2 jeux à 1. Et oui, le débreak. Martin Lapuente a bien vu son compatriote qui a du mal avec sa première, une deuxième très courte. Là, le fauteuil va très vite, il accélère, il prend la balle juste après le rebond, il met la pression. Et comme vous êtes à l'arrêt après votre service, si la balle elle est loin de vous,
vous êtes bloqué. Alors on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a des notions d'appui, car on sait qu'au tennis c'est primordial. On parlait tout à l'heure de la variation du jeu en fonction des surfaces, mais est-ce qu'on peut parler d'appui en fauteuil ? Là vous voyez par exemple Martin, il est amputé d'une jambe, voilà, de la jambe gauche. Donc si on parle d'appui, lui par exemple aura un appui avec sa jambe droite. Alors la jambe doit être obligatoirement, les pieds ou le pied doit être obligatoirement en appui sur la palette, sur le repose-pied. Donc oui, lui au moment où il va servir, va prendre appui sur ce pied-là. Quand il va se pencher en avant, va prendre appui. Il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a le placement, vraiment, qui est primordial dans le tennis en fauteuil, où il faut être capable toujours d'être à la bonne distance. La pire balle, c'est la balle qui est sur vous, et plutôt du côté coup droit, vous êtes complètement bloqué. Et ensuite, la spécificité de chacun des joueurs, c'est qu'on a tous des handicaps différents. Il n'y en a aucun là sur le terrain, même s'ils jouent les 4 en fauteuil, il n'y en a pas un. Moi, je connais leur pathologie pour la plupart. Il n'y en a pas un qui a la même pathologie. Et donc, l'idée, c'est d'exploiter tous les muscles qu'on a ou qu'on a récupéré après un accident ou qu'on a eu et qui fonctionnent après la naissance. Et donc oui, à un moment, il y en aura qui auront des appuis, d'autres sera un appui au niveau du bassin. En tout cas, ce qui est essentiel, ce qui est primordial, c'est la bonne distance de la balle. Si vous êtes mal placé, vous le payez vraiment comptant. On ne peut pas tricher, il n'y a pas de petit pas d'ajustement, il n'y a pas de pas chassé. Vous êtes lobé, vous ne pouvez pas sauter, vous devez vous tourner et aller chercher la balle. Donc voilà, une mobilité permanente et un juste placement obligatoire. Bon réflexe de l'Espagnol après un mauvais amorti. C'est bien joué. Très belle remise. C'est très bien dégagé. L'attaque de Martin dans le dos de Dany était parfaite. Et on voit les 4 joueurs en mouvement perpétuel. Là, on a une très belle illustration de ce qu'est le double. Bon, l'amorti de Caversacci est raté. Donc l'autre a de rebond. Van Dorp, là, évidemment sans problème. Mais grâce justement à une très bonne mobilité de l'Espagnol, il a pu se remettre en position. Et relancer même quand la balle est dans le dos. Vous êtes toujours en train de regarder derrière vous quand vous êtes dos au terrain. Sinon compliqué. Et oui, la Gordon qui vient aider Dany qui était dos au terrain et qui vient, ils sont croisés. Comme un patron prendre la place au milieu. Très belle montée à contre-temps. Les deux à la volée, vite Gordon se replace. C'est bien joué, même si là il y a une faute directe de la pointée. C'est vrai que ce mouvement impermanent des fauteuils, c'est impressionnant. Travail des bras. Complètement imaginé pour ceux qui jouent au tennis. Vous avez une répartition entre le haut et le bas du corps. Donc quand vous courez, c'est le bas du corps essentiellement qui vous déplace. Là, en permanence, vous devez trouver le bon relâchement au moment de la frappe, mais vous êtes en train de pousser votre fauteuil qui fait une dizaine de kilos plus votre poids de corps. Donc c'est un vrai travail. C'est beaucoup de travail sur le terrain, en prépa physique. Vous allez faire des séances très intenses ou même de musculation ou de cardio sur le terrain. Et puis un coup, on arrête tout, on prend la balle et là, on doit faire 2 services. C'est un exercice très fréquent. 2 services où il faut en 20 secondes que le cardio redescende, que le relâchement soit bon, parce que le tennis, c'est du relâchement, c'est de la vitesse de bras, c'est de l'explosivité. Donc c'est un sport extrêmement complet, extrêmement exigeant, le tennis en fauteuil. Belle demi-volée de Reed. C'est très bien joué. Gros coup droit là de Van Dorp. Très 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 bel angle dans le couloir là sur la ligne. Pourtant Reed s'en était bien sorti dans cette demi-volée un peu de côté, mais là il a trouvé un angle parfait, il n'y a rien à faire. Bravo. Un beau point gagnant. Il y en a. « 40-30, une possibilité d'égaliser, de recoller au score pour Van Dorp de la Puente. C'est bien démarré, Gordon Reed et Caversacci, mais là ils ont compris, le point faible c'est Caversacci. Et le problème c'est qu'ils sont tous les deux au fond du court. Quand il y a un différentiel, si le joueur plus faible sur le terrain est bon à la volée, tactiquement il est de bon ton de le mettre devant et que ce soit le plus fort qui soit derrière pour sécuriser. Comme là ils sont en train de le faire. C'est bien joué de Landing.
Voilà, et donc là, justement, voilà, là il peut tourner. Oh, là, on parlait de placement, c'est que ça. Le lob de Gordon était parfait, ça oblige les joueurs à croiser. Et là, en se plaçant mieux, il avait la place, mais il est arrivé de face. Ouais, et là, impossible. Là, c'est que la balle est arrivée de face. Et le coude au corps. Il avait le coude au corps. Imaginez faire une volée avec le coude complètement bloqué. Il n'a pas réussi à se dégager. Donc de partout. On distribue les cartes, c'est reparti. Gordon Reid au service à nouveau. Gordon Reid qui s'est qualifié ce matin pour la finale du simple. Oui. Vous êtes gâtés, vous aurez les 2 têtes de série, numéro 2, en finale. Et oui, chez les hommes, on aura Gordon Reid qui affrontera demain matin en direct sur Canal Plus Sport à 10h30. Oui. On aura le plaisir tous les deux de se retrouver. Et donc, il jouera le japonais, tête de série numéro 2, Takuya Miki. Et juste après, dans la finale féminine, la tête de série numéro 1, japonaise également, Yui Kamiji, qui affrontera... Qui a battu en demi-finale Jeff Van Dorp, qui l'affronte en ce moment même, à nouveau en double. Oui, chez les messieurs, donc chez les dames... Et là on voit Gordon entre deux, c'est-à-dire que Danny tient son rang là sur ce coup, il garde son coin et là Gordon en fait il hésite là-dessus, il a le temps d'avancer un tout petit peu, de ne pas faire cette espèce de chop entre deux mais de faire un verre inversé et de créer de l'angle. Il a besoin lui de prendre le match en main et de permettre à Danny d'avoir plus de temps, plus de place quand il monte à la volée. Pas forcément derrière son service mais autour de son point fort qui est son revers inversé. Ça c'est parfait. On avait un service très cliqué là. Exactement, il sort Martin de la Puente, il y a un espace au milieu, il prend la balle en coup droit, belle amplitude, là il n'y a rien à faire. C'est bien joué. Il a fallu que Jeff Van Dorp se déporte un petit peu en laissant un peu de place sur son revers, mais il n'a pas suivi, donc là très bien joué de la part de l'Écossais. 30-15. Et on voit, ça combine entre chaque point, il y a imagine des combinaisons qui sont en place dans les équipes. Exactement, alors certains mettent la main devant la bouche, comme plein de joueurs de tennis. Alors moi j'ai jamais trop compris, je sais pas pour qui on le cache, pour le public, pour l'adversaire, il y a tellement de bruit, ils sont tellement loin que chuchoter suffit, il y en a qui font des codes dans le dos. Mais oui, bien sûr, c'est un sport extrêmement tactique, donc au-delà d'encourager son partenaire, il faut que quand nous on est à la volée, il faut savoir où est-ce que l'autre va servir pour se placer en fonction. Bon là, 30A. Là, très mauvais choix. Danny entre deux, on se retrouve à faire une balle dans le bas du filet. Il va falloir qu'il gère ses nerfs, l'Espagnol. Quand je dis ses nerfs, l'enjeu, la pression. Puis parce qu'il y a aussi cette position un peu du plaisir de jouer avec Gordon, la chance de jouer avec un des plus grands joueurs du circuit et de vouloir bien faire et donc des fois de se mettre aussi un peu de pression. Donc ça va être aussi le travail de l'Écossais de le mettre en confiance. Faute directe de nouveau pour l'Espagnol qui est, c'est vrai, un peu sous pression en ce début de partie. Et on voit Mickaël, il n'y a pas la volonté systématique, vous allez nous l'expliquer, de ne pas aller chercher le point à la volée. Ça peut être un danger aussi. Et oui, parce que quand vous montez à la volée, on parle souvent de monter en chaussettes. Si vous loupez, là en fauteuil, vous couvrez quand même beaucoup moins d'espace qu'une personne valide, et notamment sur les lobes. Donc il faut construire le point. Alors en double, contrairement au simple, vous avez le temps quand même, parce que vous avez votre partenaire qui peut couvrir une bonne partie du terrain. Mais cette construction là, elle est très importante. On ne s'aventure pas n'importe comment à la volée. Même les plus talentueux d'entre eux, après se font percer s'ils arrivent un petit peu la fleur au fusil. On voit l'Espagnol qui, au contraire, est derrière la ligne de fond de courbe, même si là il avance, pour le coup. Alors en fait, il part de loin. Dani Kawasaki part de loin pour que le fauteuil soit en mouvement et pour arriver vite, pour éventuellement, s'il doit intercepter, être déjà à pleine vitesse. Donc là, ils se sont calés. Et après, il y avait une combinaison en place, effectivement. Ouais. Mais là, il est de dos, mais il se replace face au terrain. Ça sort bien. Superbe. Très beau. Très beau point. Oh, dommage. Il a fait plus dur.
Ah, il a fait ça parfaitement, la petite volée dans le dos bien replacée. Très beau réflexe quand même de Dany qui est 2 au terrain, qui en se retournant du bon côté arrive à la remettre. Effectivement, dommage sur cette volée, il n'avait plus qu'à conclure. Mais un peu comme Gordon tout à l'heure, trop près de la balle et donc ça pardonne pas. Et les favoris, les tenants du titre de cette finale qui restent en tête, qui mènent 3 jeux à 2. Et on voit ce beau coup droit de Caberzacci. C'est vrai qu'il a des allures de Nadal, ne serait-ce que vocalement, quand il frappe la balle, et ce coup droit lifté, enveloppé. Il y a une différence entre les deux, il y a un Barcelonais et il y a... Ah non, qu'est-ce que je vous raconte? Mais non, il est de Madrid, Gordon, Dany Caberzacci, pardon, et Nadal. Nadal, il est de Majorque. Et de Majorque. Mais son club, parce que moi je le parle... club de cœur de Nadal, évidemment, c'est le Real de Madrid. Donc on est bien d'accord, parce qu'avec Dany et Nadal, on parle uniquement en équipe de foot. Et donc oui, 2 Madrilènes et 2 fervents supporters du Real Madrid, alors notamment Dany. Dany en tournoi, pour l'avoir pratiqué. Si vous partagez la chambre avec lui et que le Real Madrid joue, n'espérez pas mettre quoi que ce soit d'autre. Vous serez obligé de regarder le match de foot. Dany qui a perdu contre Gordon Reid, d'ailleurs dans son tournoi, son coéquipier du jour. 6-2, 6-1. Ouais, sans surprise, Gordon largement au-dessus dans la maîtrise du jeu. Et puis 2 gauchers et avec encore une fois plus d'expérience de la part de Gordon et tout simplement un niveau plus élevé. Mais une belle bagarre, le score n'enflaitait pas la partie. Ce que je vous disais, Dany est partout, n'abandonnera jamais. Donc ça fait quand même des points et des matchs à rallonge avec lui. Avec un match à négocier, porte de la pointe, bien remis. Van Dorp, qui met la pression à nouveau sur Dany Caberzacci, sur ses balles en profondeur où ça laisse peu de place. C'est plus difficile en général de jouer une équipe homogène. On n'a pas de solution de repli à un moment pour se donner du temps. Et là, en l'occurrence, eux, Van Dorp et De La Puente ont toujours un moment pour se donner du temps, l'occasion de jouer sur un Caberzacci qui mettra moins de pression avec des balles moins lourdes que celles que l'Écossais Gordon Reid. Et on voit en service le rôle du bras gauche, le maintien, pour vraiment frapper bien la balle au-dessus de la tête, c'est primordial. Chaque joueur a sa technique. Il y a des joueurs qui font une petite poussée pour être directement en mouvement. Il y en a d'autres qui sont statiques, mais qui, une fois la balle lancée, vont servir du fauteuil pour mettre une petite action de rotation. Donc là, vraiment, encore une fois, ça dépend de votre type de jeu, ça dépend de votre handicap, de votre fauteuil, des réglages que vous faites. Donc là, il jette sa balle et il attrape sa main courante avec son bras gauche directement pour se replacer. Mais le risque de ça, c'est la précipitation. Là, vous voyez, il fait son service, à peine son service tapé, il est déjà en train de reculer. Le service est dans le bas du filet. Et donc, c'est aussi important de prendre le temps pour ce coup-là qui, maintenant, au plus haut niveau, est devenu une vraie arme. Il est gourmand. Il est gourmand, là, l'Espagnol. Il n'a pas besoin d'en faire tant. Une petite volée. Il voulait faire un petit rétro décroisé, mais pas besoin d'en mettre autant. C'était le point gagnant quand même. Enfin, on voit qu'il y a quand même beaucoup de points communs avec le tennis des valides et ces images là on pourrait les montrer dans toutes les écoles de tennis à tous les pratiquants quand il utilise bien ses 2 bras pour servir. Tout à l'heure vous parliez de la volée qui est venue de face, on ne peut pas voler avec le coude au corps. On est vraiment sur la même technique à quoi, 80, 70, 80%. Oui, ça reste du tennis. Le tennis en fauteuil, c'est du tennis. La spécificité, c'est que le mode de déplacement est différent, donc il faut adapter le mode de déplacement aux contraintes du fauteuil. Donc là, De La Puente, Van Dorp. Jeu rapide. Van Dorp, De La Puente. 3 jeux partout. On se tient après ce début un petit peu en demi-teinte. Là, on gagne son service, le service qui devient encore une fois une arme dans le tennis en fauteuil, que ce soit en simple ou en double, au meilleur niveau. Justement, on n'a pas vu d'ace encore. Non, alors là, les aces, un Gordon de temps en temps pour aller faire la bonne surprise de faire des aces. Sur le terrain, c'est le meilleur serveur. Une des références sur le circuit, Joachim Gérard, le Belge. En termes de comparaison, 0,15, il a été chronométré et donc dans le carré, sur un vrai test au service, à plus de 190 km/h. Alors c'est un des seuls à servir aussi fort. Et donc aujourd'hui, nous avons des joueurs qui sont capables d'avoir un service extrêmement puissant, extrêmement impactant, qui gicle au moment du rebond. Donc c'est aussi cette évolution, c'est qu'on laisse plus, c'est plus une mise en jeu, ça devient une arme.
Bon coup droit là. Il l'a bien déporté. Très bien joué Gordon au premier rebond après cette belle défense de l'Espagnol Caversacci. Et qui remporte le point coup droit croisé sur le revers de Van Dorp qui était un peu plus au centre. Important pour eux, on voit la très belle défense de l'Espagnol, mais vraiment important d'aller chercher le point en double. Ils sont 2 à couvrir le terrain, donc à part s'ils attendent la faute, pour aller chercher le point, il faut absolument prendre la balle au premier rebond ou à la volée pour donner moins de temps à l'adversaire. Beau duel de coup droit. Il a été pris là, avec ce rebond tout près du fauteuil. Martino a pointé qui le met sous pression dès la deuxième frappe. Dany qui se retrouve à jouer en demi-volée, puis à un moment pour couper un peu la trajectoire, les angles en tout cas, rentrent dans le terrain et se retrouve, là on parlait de monter en chaussettes, se retrouve complètement repris. Et donc la technique est simple de Van Dorp et de la Puente, c'est de mettre l'Espagnol Caversacci sous pression. On le voit depuis le début. Voilà, de rejouer dans son replacement, de jouer sur lui, d'essayer de lui enlever le plus de temps possible. Et là encore mauvais placement pour Van Dorp qui n'a pas su s'ajuster pour retourner ce service de l'Espagnol. Belle seconde balle, slicée de l'Espagnol qui revenait un petit peu justement sur Van Dorp. Avec un revers inversé, il faut être à la bonne distance de la balle. Il est dur à maîtriser, donc là, il a une chance de revenir. Très bien joué de la part de l'Espagnol, bel angle, mais Van Dorp y est. Il ramène. Dommage. Mais vous voyez la vitesse, c'est-à-dire que là, de la Puente était pris, son partenaire a le temps d'y aller, et même s'il rentre dans la bâche en bout de course, il est en capacité d'aller le chercher. Et donc on sort de la zone rouge, balle de 4-3 pour la paire Reed-Caversacci. Là, il a mis de l'intensité. Très mal placé. Et ça sort. Ça pardonne pas. 6 cm, mal placé. Voilà, la balle qui s'envole et donc il se loupe sur celle-là. Et 40 A. Un superbe coup droit de l'Espagnol. Avec cette attitude là de gaucher. Bon retour. Et oui, l'Espagnol sous pression avec Caversacci. Il joue bon 3/4 des points sur lui. Ouais. Voilà, très beau revers inversé qui donne du temps de la part de Gordon, mais il a ouvert le terrain. Van Dorp l'a vu. Et voilà, on se donne du temps. Toujours se donner du temps en position de défense. On recherche la longueur. Jeu de la Puente. C'est bien joué. Van Dorp. Coup droit lifté. Et le ballon des jeunes qui mènent 4-3 dans cette finale. Ils sont tous les deux âgés de 18 et 21 ans. C'est ça, la relève. On voit, ils ont le sourire, ils sont confiants. Ils sont confiants. Ils ont leur stratégie. Encore une fois, une équipe homogène qui n'a pas peur. C'est la tête c'est le numéro 2, ils jouent la tête c'est le numéro 1. Donc là, ils vont y aller, ils vont mettre la pression à l'Espagnol. Vous voyez, là, c'est quand il est parti. Ça a été juste devant les fauteuils qui étaient contre la bâche pour aller chercher ce point. Voilà l'audace de ces deux jeunes qui vont aller chahuter, qui les chahutent déjà puisqu'ils mènent 4-3 face à la tête de ce numéro 1 et tenant du titre, Gordon Reed et Dany Caversacci. Mickaël, on sait que votre ambition, c'est bien sûr de faire grandir ce tournoi. Alors le numéro 1 mondial, Gustavo Fernandez, n'est pas là. Il y aura l'objectif de le faire venir évidemment ici l'année prochaine ou dans les années futures. Oui, il viendra. Il viendra. Son coach et coach aussi Martin de la Puente.
le coach de Gustavo Fernandez. Oui, Gustavo sera là et les meilleurs joueurs du circuit seront là. Vous savez, c'est une question d'arbitrage, c'est-à-dire que quand vous jouez, vous êtes un champion, vous ne faites pas tous les tournois, vous en faites déjà une vingtaine. Sur l'année, c'est beaucoup, ça veut dire la moitié de l'année à l'étranger en déplacement. Et donc aujourd'hui, à nous de grandir et de donner les garanties aux joueurs d'être un tournoi qui va leur apporter des points, du prize money, un tournoi professionnel. Donc oui, on aura bien évidemment un joueur Gustavo Fernandez et aussi les autres champion et championne du circuit. On a déjà une très belle partie. 0-15, low 50. On le rappelle, Gordon Rines, c'est la star de ce tournoi numéro 8 mondial en simple, en finale en double et en simple. Physiquement, il va falloir aussi enchaîner. Oui, alors là, certains étaient au tournoi de l'île de Ré la semaine dernière, donc un tournoi aussi international. D'autres vont enchaîner en Sardaigne la semaine prochaine. Certains sont partis en Afrique du Sud cette semaine, donc c'est dense. Là, physiquement, ils sont bien. Là, il n'y a aucun problème, que ce soit Gordon, Dani ou Van Dorp et De La Puente. Les deux qui montent, qui s'aventurent. Intervention de Gordon. Dani qui a eu le temps de se replacer, oui, ça va très vite. Surtout pas rester bien remis. Bloqué. S'en sort bien l'Espagnol. Il n'avait pas cadré sa frappe. Gordon qui monte, qui met la pression. Et là, qui va se retrouver. Ouh, il s'en sort bien avec cette faute directe. L'année dernière, quand ils ont joué ensemble, en fait, ils ont fait la même erreur au début. C'est qu'ils se sont dit, bon, là, Gordon étant le plus solide de l'équipe, on le met au fond et il gère et on met Dani à la volée. Sauf qu'en fait, il faut faire l'inverse. Dani, quand il est dans une position un peu de crocodile terrien, loin de sa ligne où il doit défendre et se déchirer, il le fait très très bien. Et Gordon à la volée, extrêmement percutant et adroit. Il a un toucher extraordinaire, c'est un des plus beaux touchés du circuit. Et moi, je pense que la clé pour eux sera là. Soit Dani relève son niveau de jeu dans cette position-là, soit Gordon prend le match en main et vient mettre la pression à l'équipe adverse à la volée. Elle a bien tourné de la part de l'équipe espagnolo-écossaise. Je ne sais pas si ça se dit, mais ça se tente. Et oui, attention, de rebond Gordon. Et ben voilà, bien ça fini. Pardonne pas. Il n'a pas tremblé là. Non. Deuxième rebond, il a le temps, il fixe dans le trou. Et oui, l'amorti au deuxième rebond, il ne faut pas le louper. Voilà, donc la volée amortie est trop. Il aurait dû revenir. Il sait le faire, il aurait dû revenir de son côté, au moins comme ça il s'est évité de se prendre ce coup droit puissant de La Puente au milieu du court. Ils ont sauvé une première balle de break. Van Dorp, De La Puente, deuxième service. Et la double faute là, qui ne pardonne pas. 4 partout. La tête de ce numéro 1, Rick Versace, qui recolle au score. Et avec l'Écossais Gordon Reid au service. Il va falloir gagner à nouveau son service et ne pas se faire breaker, ne pas être sous pression par ces deux jeunes, par la relève. Martin De La Puente là qu'on voit en bleu et Jeff Van Dorp en rouge. Part et d'autre, un pourcentage de premier service assez faible. En simple comme en double, notamment en double, vraiment important de le maintenir pour ne pas être sous pression dès le retour des adversaires. Et oui, très belle volée. Défense très courte de l'Espagnol Versace, De La Puente qui en profite. Un rentre tout droit, colle au filet et se match dans l'ouverture. On voit cette volée de La Puente bien claquée. Nouvelle volée. 15-15. C'est un moment fort de ce premier set. Ouais, c'est un jeu très important. Puis psychologiquement, alors c'est valable de manière générale, mais le premier set, notamment quand il est accroché, quand vous avez la tête numéro 1 qui vous met sous pression, c'est mieux pour les petits jeunes Van Dorp et De La Puente d'aller prendre ce premier. On le voit là.
de la Puente là qui force aucune nécessité d'en mettre autant. Là-dessus, se donner du temps, lever un peu la balle pour passer par-dessus Daniel Keversacci. 30-15. On va voir si l'expérience des tenants du titre prédomine sur cette fin de premier set. Avec un bon premier service. Il hésite, Van Dorp, il hésite, il est entre deux. Voilà. Allez, il reprend. Belle remise en revers chopé. Bon angle trouvé là. Très bien anticipé de Gordon. On l'a vu venir au milieu du filet pour remettre cette volée. Trop. Et dommage. Mais il a encore un chou. Pas être loin. Non. Ils ont bien joué dans les pieds, juste sous le filet. Toujours difficile à négocier ces volées basses. Et oui, encore une fois, on ne peut pas plier les jambes, elles sont déjà bien pliées sur le fauteuil, il n'y a pas de petits pas d'ajustement. Donc oui, c'est un coup efficace et en général, quand on joue dans les pieds, on est tout de suite en train de sprinter vers l'avant parce que la seule chose que peut faire l'adversaire, c'est de voler à mort. Une faute directe 40-30 pour mener 5-4. Ça fait 2-1. Martino Lapuente, 2 retours, il essaie d'en mettre un peu trop et 2 bonnes premières de Gordon, précises, pas puissantes mais précises, plus sur le joueur. Perit qui se neutralise dans ce long rallye. Il y a beaucoup de fautes directes. Beaucoup de fautes directes dans ce premier set de part et d'autre. Même des fautes un peu surprenantes de la part de Gordon là-dessus. Il a largement le temps, pas besoin de chercher la ligne. Et donc là, le Noad et ceux qui relancent, qui choisissent. Et donc que ce soit Van Dorp qui retourne. Donc point décisif évidemment à 40 en pas droit à l'erreur. Super angle trouvé, injouable. Incroyable, c'est exactement ça. On parlait du revers inversé, vous voyez les angles que vous pouvez avoir. Là, ça pardonne pas, point décisif. Gordon a voulu slicer et sortir Van Dorp avec cet angle-là. Même le plus rapide ne peut pas l'avoir, il a trouvé un angle parfait. Donc la jeune garde, Van Dorp de la Puente qui mène 5-4 et qui va servir pour le premier set. Un break réalisé au bon moment. Dans cette fin de set, on va regarder des images sur une opération que vous avez menée ces jours-ci, Michael, avec l'objectif de faire venir des enfants à la découverte du tennis fauteuil, avec des concours de rapidité, à apprendre à se déplacer, à taper la balle. Ça a été une vraie réussite autour de cette opération. Oui, cette semaine, on a accueilli plus de 900 écoliers et collégiens de la région PACA, où on a envie de les sensibiliser tout simplement à la question du handicap et de la différence. Et le meilleur moyen, c'est de le faire de manière ludique. Donc ils viennent par centaines chaque jour et viennent essayer le tennis en fauteuil. On organise des cliniques, donc des ateliers, où on a nos équipes qui les font jouer au tennis en fauteuil, après leur font faire des parcours de mobilité notamment, puis ensuite les fait jouer sur les terrains de mi-tennis. Des grands champions et championnes viennent les rencontrer et ils répondent à leurs questions. On a des traducteurs pour quand les joueurs étrangers viennent, on n'a pas besoin de les prier. Gordon, Danny, Martine, Jeff, ils l'ont tous fait, les 4 sur le terrain l'ont fait, ils le font avec plaisir. Il y a un vrai souci de transmission de la part des joueurs et des joueurs du circuit, une vraie envie de le faire. Et donc il y a un avant et un après. Quand vous êtes un jeune et que vous arrivez et que vous venez sur le tournoi, la vision que vous aurez du handicap ne sera plus jamais la même avant et après. Donc on est extrêmement fiers de ça. On avait 300 la première année, 600, là on est à plus de 900. Et on ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas pu accueillir tous les écoliers et collégiens de la région PACA. Et au service, Van Dorp pour aller chercher ce premier set. Moment important. Deuxième balle kickée. Un peu courte qui permet à Gordon de rentrer dans le terrain. Mais encore une fois, la solution d'aller sur l'Espagnol Keversacci. Et on voit les allers-retours de Van Dorp. Rotation. Il a hésité. Ouais. Et donc là, il se retrouve tout de suite sous pression dans le dos. Et là, normalement, il finit là-dessus, Gordon. Et non, un peu long encore. Et pour attaquer, dommage. Là, peut-être il aurait dû l'attaquer. Là, il a voulu jouer l'angle.
Il a voulu jouer avec Gordon sur le toucher. Alors Gordon, là pour le coup, elle a vraiment loupé sa volée amortie. Ça fait 2 fois d'ailleurs. Non, c'est bien joué, c'est ça qu'il faut faire. Jeff Van Dorp a raison là-dessus, mais simplement, pas besoin d'essayer d'avoir une trajectoire aussi tendue, de la relever, mettre un tout petit peu de kick et derrière le filet, et c'était le point gagnant. Et Caversacci qui est toujours en train de penser à son replacement, qui est une erreur sur ce point-là et en double. Il veut partir trop vite. Et oui, il est en train de faire sa frappe et on le voit, il est en train de partir, ce qui fait qu'il ne reste pas dans sa frappe. Et il est déjà sur le côté. Donc la balle termine dans le filet parce que son geste est raccourci et qu'il est déjà dans son replacement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit absolument travailler. Gordon vient de faire exactement la même erreur. Ils ont le temps. Jeff Van Dorp ne serve pas suffisamment fort, mais pas suffisamment sous pression. Il suffit à ce moment-là de rentrer dans le terrain. Tous les deux sont droits à la volée, notamment Gordon. Il rentre dans le terrain, il la joue en demi-volée et puis il vient mettre la pression à l'adversaire. Que soit l'un ou l'autre, ils sont capables de garder 2 tiers du terrain quand le partenaire est à la volée. Et Van Dorp de la Pointée qui sont toujours à 2 points du set malgré cette erreur assez rapide de Van Dorp. Il n'était pas vraiment en difficulté là et faute directe au mauvais moment. Un peu de tension peut-être en cette fin de set. Oui, de la tension et puis le choix, hein, toujours, sans fauteuil, faire les bons choix le plus vite possible. Encore une fois, on n'a pas le droit à l'erreur. Il a tenté le lob, Martina Pointée. Super volée longue. 30-40. Il n'a pas pu la ramener. Très belle volée haute de revers de Gordon Reid. Pas simple en fauteuil. Quand vous êtes à peu près, les joueurs, on a une moyenne entre 1m40 et 1m50 quand vous êtes assis. Donc les trajectoires ne sont pas les mêmes. Et donc là, très belle volée de revers de l'Écossais. Et la balle de break pour égaliser à 5 partout. Belle demi-volée de la Pointée. Il l'a. Et oui, il est rapide, l'Espagnol Caversacci, belle défense. Bien joué en avançant. Un peu court. Il a été pris, il a été sollicité là, sur les 3 dernières balles. Il a enchaîné demi-volée, volée. De la Pointée a tenté le lob, était trop court. Caversacci était peut-être surpris, il aurait dû terminer. Et puis là, sur cette dernière volée, là, on sent que c'est pas son domaine. Dany, c'est plus un joueur de fond de cours, un terrien, c'est pas un volleyeur. Et là, il se loupe sur celle-là. Et donc là, nouveau Noad. Gordon Reid prend sa responsabilité. La tête de ses numéro 1 en retour. Monte à la volée pour mettre la pression. Belle interception de l'Espagnol Martina Pointée qui retourne au fond, toujours en mouvement. Et Gordon à nouveau, belle demi-volée. Superbe demi-volée, bien ramenée. Et voilà. Quel point là pour venir gagner ce jeu. Et ce premier set, 6-4 pour Van Dorp et de la Pointée. Erreur là grosse erreur de Dany Caversacci. L'amorti de Gordon est plutôt pas mal, malheureusement pas gagnant. Van Dorp en bout de course arrive à la renvoyer sur Caversacci. Et là, pendant que Gordon est en train de se replacer, il joue sur le volleyeur qui fait qu'il a uniquement à placer la volée dans le dos de l'Écossais et qui se retrouve pris. Donc, en tout cas, c'est très bien joué. Ils n'ont pas eu besoin de 40 occasions pour conclure ce premier set. Dès la première occasion, Van Dorp et de la Pointée qui prennent un avantage dans cette finale du French Riviera Open, finale de double. On vous rappelle que vous pourrez également assister demain sur Canal+ Sport à la finale du simple à 10h30. Finale de haut niveau entre Gordon Reid, ici à l'antenne, l'Écossais, et le Japonais Takuya Miki, tête de série numéro 2, qui s'est débarrassé d'Espagnol Martine de la Pointée ce matin. Ils ont traversé le tableau tous les deux avec des scores assez faciles, une nette domination pour ces deux joueurs sur ce tournoi. Pas eu de surprise sur ce tableau de simple. Les 4 premières têtes de série en demi-finale, tête numéro 1 et 2 se retrouvent. Donc une domination, Gordon Reid, ancien numéro 1 mondial il y a encore 2 ans, là il est 8e parce que quelques contre-performances en simple, mais toujours capable de battre n'importe qui. Et Miki, numéro 3 japonais qui a été dans le top 10 mondial, qui a été numéro 2 japonais devant la star internationale Shingo Kunida, le plus grand joueur de tous les temps.
que malheureusement on n'aura peut-être jamais au French Riviera Open parce qu'il va prendre sa retraite après les Jeux de Tokyo. Il est de Tokyo, c'est une star mondiale et notamment au Japon. Et je pense qu'il va prendre sa retraite juste après les Jeux de Tokyo. Donc j'aurais bien aimé l'accueillir. J'ai eu moi le plaisir de jouer avec lui il y a maintenant beaucoup de temps. Il y a peut-être une quinzaine d'années. Mais voilà, donc les têtes de série sont là. Il va falloir absolument que la paire Reed-Kavatsaki se remobilise et change de tactique. Là pour le coup, de ne pas laisser Dany s'aventurer tout seul parce que là vraiment la belle surprise de Van Dorp de la Puente, plutôt constant, rigoureux et patient, surtout patient. Voilà, pas de folie. À part sur ce revers de la Puente qui est peut-être un peu trop espéré la faute de l'Espagnol qui vient claquer et qui peut-être va se reprendre sur son jeu offensif dans cette deuxième manche. Et puisque vous parliez de retraite, il faut que vous nous parliez de deux phénomènes qui sont dans ce tableau de double, en la personne de Kruszelnicki et Legner, les insubmersibles. Le tennis en fauteuil, c'est un sport où vous n'allez pas avoir des problèmes de chevilles, de mollets, de genoux. Alors vous en avez d'autres. Je me coupe moi-même, mais la très belle volée de l'Espagnol qui envoie Martina Puente dans le décor. Pour mener 30-0. Oui, on a deux vétérans. Et pourtant, c'est un tableau senior. On a Tadeusz Kruszelnicki, polonais, 64 ans, et Martin Legner qui doit avoir 57 ans. Ils ont perdu en demi-finale. Ils ont perdu en demi-finale contre Daniel Kavatsaki et Red. Mais pourtant 6-3, 7-5. Et donc ils les ont bien challengés. C'est des joueurs que moi j'ai connus quand j'ai commencé en 2000. Et ils sont toujours là. C'est des amoureux de ça. C'est des forces de la nature. Alors, ils sont moins compétitifs maintenant, mais ils sont toujours là. Ça fait plaisir de les avoir sur notre tournoi. 30-15, 30-15. Vous voyez en fond les appartements des académiciens de la Mouratoglou Tennis Academy. Les permanents. Les permanents, plus de 200 académiciens à l'année, des privilégiés qui s'entraînent ici en sport-études, dans des conditions quand même extraordinaires, dignes d'un tournoi du Grand Chelem. Encadré notamment sous la houlette de Patrick par Régis Lavergne, ancien première série. Exactement. Qui est là depuis bien longtemps. Régis qui veille sur ses élèves, ses académiciens et qui voit souvent la visite de grands joueurs du circuit ATP, notamment Tsitsipas qui vient souvent s'entraîner ici. Avec un de ses entraîneurs qui est Ray, qui est entraîneur de l'académie, la garde rapprochée de Patrick et Mouratoglou. Vous avez aussi en voisin Djokovic qui vient s'entraîner ici régulièrement. En voisin monégasque. Très beau passing de Martin de la Puente sur une montée un peu hasardeuse quand même de passer Cordenry. Mais chez les Français, on a Alizé Cornet qui s'entraîne ici à l'année, Jérémy Chardy, très proche de Patrick Mouratoglou, qui vient aussi régulièrement. On a vu Andy Murray venir plusieurs fois ici s'entraîner quand il préparait son comeback. Et bien sûr, la plus grande, the greatest of all time, comme on dit, Serena Williams, évidemment, qui fait la joie de tous ces jeunes, qui inspire le plus grand nombre. On les voit, les petits académiciens derrière, dans les allées. Toujours ce pourcentage de première balle, même Gordon qui pourtant à la fin du premier set semblait l'avoir retrouvé. Très bonne deuxième avec De Lange trouvé là. Belle interception à la volée. Mouvement pas évident, une volée en reculant, mais il a réussi à bien la placer, se donner le temps de se replacer. Très belle longueur de balle puissant, Martin de la Puente. Il joue l'amorti. Allez, c'est bien joué. On est pas depuis le début de la partie. Et non, le deuxième rebond, il ne faut pas se louper. Et donc là, il a pris la balle très tôt. On voyait Martin qui était dans le vert, très très loin de sa ligne. Et donc là, il a été surpris. Donc très beau point de la part de l'Espagnol Kavatsaki. Et donc ils prennent la direction sur cette début de deuxième manche. Et ça enchaîne rapidement entre les yeux. Ils n'observent pas forcément, ils ont droit aux 25 secondes aussi, exactement en temps. Là, il n'y a pas de 1-0, évidemment pas d'arrêt de jeu, donc juste le temps d'aller de l'autre côté. Donc 25 mais secondes, entre les points Entre les points, pareil, oui, c'est vraiment exactement le même règlement. Après, ça dépend des joueurs. Sur le double, ça va quand même un peu plus vite. En simple, il y a des joueurs qui prennent beaucoup plus de temps. Le volet amorti. Oui, c'est bien ramené. Elle avait dur à ramener celle-là. Oui.
parfaitement joué dans l'angle mort là. Parfait. Et de la Puente, l'erreur qu'il a faite, il était à l'arrêt, il a regardé Van Dorp, il n'était pas sûr qu'il l'aurait. Sauf qu'il l'a eu et après il y avait un trou que l'Espagnol a bien senti et il s'est retrouvé un peu bloqué. Et on revoit les belles attitudes de l'Espagnol là en coup droit. Enchaîne coup droit lifté, volé posé. Beau registre technique chez l'Espagnol. Surnommé le Nadal du circuit de tennis en fauteuil. El Toro. Ah, c'est bien ramené ça. Il faut que Gordon sur le plus de mouvement possible pour mettre la pression aux adversaires. Faute. En fait, ces rotations, faut expliquer, le but c'est de garder de la vitesse. 15 ans. D'être toujours en mouvement. 15. L'ennemi, encore une fois, est ici en fauteuil si vous êtes à l'arrêt. Pour ceux qui ont essayé, maintenant ils le comprennent bien évidemment, mais quand vous êtes assis sur votre fauteuil, que vous faites, je sais pas moi, 70 kg, un fauteuil de 10 kg, 80 kg à la force des bras, si la balle elle est à 3 mètres de vous, que vous êtes à l'arrêt, il vous faut le temps d'y aller. Donc, alors que quand vous êtes lancé, c'est beaucoup plus simple. On voit la patte du gaucher là, de Gordon, très facile en coup droit. Superbe à voir. Qui se met quand même en difficulté sur une balle un peu courte sur de la Puente. Le décalage en coup droit. Un beau combat là. Volé. Il la croise. Au milieu, dans le dos. Il est vraiment le Van Dorp. Bel échange là avec cette volée déposée de l'Espagnol. Mais c'est ça, il crée du jeu, Van Dorp et de la Puente, ils y vont là, et c'est ça, c'est-à-dire que c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut faire cette petite amortie court croisée, mais ils sont gourmands et là c'est aussi le toucher. On l'a ou on l'a pas, mais en tout cas l'intention est la bonne. Frappe boisée, ça sort directement. Il a voulu se décaler en coup droit, l'Espagnol. Caversacci et centre pas, mal placé. Une fois de plus, le choix doit être fait le plus rapidement possible. Et 30 dans ce jeu. Superbe ce court droit de l'Écossais qui enchaîne à la volée. Il est passé. Et oui, il n'a pas pu être ramené. Ça laisse un bel espace. Et on avait vu l'Espagnol anticiper, on ne le voyait pas à l'image, il était déjà pour aller chercher cette balle. Il a fait le bon choix effectivement, Dani Caversacci, mais le problème c'est que là la qualité de frappe de la Puente lui laisse aucune chance. Alors il faut le rappeler, Mickaël, ce tournoi, c'est aussi le premier d'une longue série qui va permettre aux joueurs de se qualifier pour les Paralympiques de Tokyo 2020. C'est dire si au-delà des points habituels, il y a du enjeu sur ce tournoi. Et oui, comme pour les Jeux Olympiques, aux Jeux Paralympiques, il y a un système de classement et de qualification. Donc vous devez remporter un certain nombre de points. Donc par exemple pour les joueurs français, les critères, en tout cas à mon époque, je pense que c'est les mêmes actuellement. Il faut faire partie des 4 premiers français et des 48 premiers mondiaux chez les hommes pour être qualifié. Chez les femmes, il faut faire partie des 4 premiers françaises et des 25 premières, le tableau masculin étant plus grand. Et donc voilà, on a ces exigences-là. Et donc il y a une sélection de tournois à faire pendant un an, pendant l'année qui prépare les Jeux Paralympiques de Tokyo. Il faut aller chercher ces points-là, pour se qualifier, parce qu'il ne sera pas un problème pour les 4 joueurs sur le terrain, vu leur classement et leur niveau, mais là ensuite pour les têtes de série. C'est-à-dire qu'un Gordon évidemment doit rester dans le top 8, mais vise à mon avis au moins le top 4 pour éviter de jouer justement un top 4 avant les demi-finales. Faute. 15 ans. 15 ans. Service. Faute direct. 35.
Il en met trop, hein, à nouveau. Hein. Ça a été vraiment là, le point commun des 4 à la volée, c'est d'en mettre toujours trop. Les angles sont déjà là, il n'y a pas besoin quand vous êtes sorti, quand vous faites déjà une amortie ou une volée court croisée, que vous êtes déjà dans le vert, l'angle il est trouvé. Et on a tendance à un petit peu forcer. Quand vous êtes uniquement sur la main, sur le poignet, c'est là où la balle vous échappe. Et regardez Gordon Reid là, au fond du court, prêt à engager l'échange. Bel angle. 40-15. Bel angle de la part de Caversacci. Là vraiment le problème depuis le début c'est quand même la constance, notamment sur la paire Reid Caversacci. On voit des illuminations de l'Espagnol et puis à un moment voilà, le mauvais placement, le bois. C'est vrai qu'il est très sollicité quand même. Les adversaires jouent beaucoup sur lui. Il est sous pression l'Espagnol. Faute 40-30. 40-30. Et encore une faute directe de la part de l'Espagnol. Avec une balle de jeu importante. Et là, il n'était pas en difficulté, mais il fait une faute directe. Il est déjà dans son pivot au moment de la frappe. On le voit, il fait son coup droit, son corps est de l'autre côté. Ça, sur une balle courte, le retour était court de la part du Belge Van Dorp. Et il aurait dû rentrer dans le terrain. Noad de la Pointe qui choisit de recevoir. Le leader de l'équipe, peut-être le plus expérimenté des deux. En tout cas, le plus âgé. Belle combinaison. Ça paraît pas grand chose, mais là, service volé de la part de l'équipe Reid Caversacci. Gordon qui croise de la Pointe qui se dit bah tiens là ça a changé, qui se dit je vais jouer dans le trou, j'en ai un peu trop. Et le retour dans le filet qui permet à Gordon et Caversacci de garder la tête dans cette deuxième manche. On va évoquer une particularité du tennis en fauteuil que vous m'évoquiez pour tous les pratiquants, Michael, car tous les licenciés FFT qui jouent un tournoi ne devraient pas être surpris si demain dans un tournoi lambda, un joueur en tennis fauteuil arrivait pour jouer contre lui. Le licencié devrait se plier aux règles du tennis en fauteuil avec les 2 rebonds et jouer un match contre lui. Oui, effectivement, aujourd'hui, le tennis en fauteuil, le paratennis, appartient et est géré par la Fédération française de tennis. Donc tous les tennis sont gérés au sein de cette fédération. Et donc on est tous licenciés FFT. Ce qui fait que moi, si je veux m'inscrire, par exemple, Franck, vous qui jouez dans le sud de la France, par exemple, toi d'Antibes, et ben moi je m'inscris et vous arrivez. Alors si vous ne me connaissez pas, vous voyez juste Michael Jérémiaz, moi je vois Franck Trivio. Et j'arrive, là vous voyez quelqu'un en fauteuil, et ça m'est arrivé, je vais raconter dans une seconde, mais vous devez jouer effectivement selon vos règles à vous, c'est-à-dire un rebond et moi 2 rebonds, c'est le règlement. Après ma retraite, j'avais promis à mon entraîneur, Olivier Fortel, de faire avec lui les matchs par équipe. Et donc on s'est retrouvé en match par équipe avec mon club, le TC12 Bercy. On s'en a joué en double tous les deux, le double décisif. Moi ils m'ont assimilé à 15-4, lui aussi, il était ancien 15, moi j'étais ancien 5-6 à mon accident. On a joué double décisif contre un 15 et un 15-1, on n'avait jamais joué lui et moi. Lui est pas très physique, il a un très bon coup de raquette. Et puis moi j'avais quand même arrêté de jouer depuis 6 mois, donc pas affûté. On a fait un match très accroché, on a perdu 6-3, 7-6 et c'était un grand moment de voir la réaction de nos adversaires. C'est vrai que ça ne doit pas du tout être les mêmes repères avec ces 2 rebonds. Et le fait de jouer contre un adversaire en fauteuil, ça peut perturber, sans doute au début en tout cas. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'effectivement vous arrivez, vous êtes perturbé, il y a une espèce de peur. Est-ce que je vais mettre une balle loin de lui? Est-ce que ça se fait de serrer le point parce qu'on a gagné le point contre une personne handicapée en fauteuil roulant? Et en fait, je pense qu'on bénéficie peut-être les premiers points de la naïveté ou la gentillesse ou l'empathie de l'adversaire. Mais après, je vous rassure, vous êtes là en compétition et il n'y a pas de pitié et chacun pour soi et pour la gagne. Donc c'est quelque chose qui est génial dans le tennis de manière globale, c'est qu'on peut jouer ensemble. On peut s'entraîner ensemble, on peut faire des compétitions ensemble, donc c'est un sport extrêmement ouvert. Avec la paire Van Dorp de la Pointe sous pression. 0,30 dans ce jeu. Et ça va sortir, on l'a vu, le lancer de balle un peu trop derrière et la frappe mal maîtrisée. 0,40. Il y avait 3 balles de break pour être mené 3-1.
De toute façon, la paire Caversacci au pied du mur doit remporter ce deuxième set pour espérer disputer un super tie-break pour ce troisième set. En cas de troisième set. Encore un service trop long, attention. Et ça sort directement, jeu 3, jeux à 1 pour Reed et Caversacci qui font une bonne opération dans ce deuxième set. Et oui, cette jeune équipe, Van Dorp de la Puente, leur première finale ici au French Riviera Open. Fait un bon premier set qui a réussi justement à faire preuve de constance avec une tactique bien ficelée. Là, un petit peu plus de constance de la part de l'équipe adverse, Reed Caversacci. Et au service, l'Écossais est champion paralympique en titre, Gordon Reed. On a vu sur la belle attitude au service. Ils ont été pris là à la volée. Et les premières volées pas assez incisives et ensuite Van Dorp qui joue dans le trou et qui ne permet pas à l'Espagnol Caversacci de la ramener. Et on a vu une phase de jeu rare où les deux joueurs étaient au filet, vous le disiez. C'est toujours un danger. 0,15. Et oui, parce qu'après, le lob peut faire très très mal. Il faut toujours avoir quelqu'un vigilant et prêt à aller. Voilà, très belle envie de par l'Écossais. Bien joué. Belle attaque de coup droit suivie de cette volée. Mais du mal à finir quand même. Et oui, ils se retrouvent dans une position délicate tous les deux. Il sort très bien de la Puente dans le couloir sur son coup droit, mais la volée, elle est longue, elle est au milieu, elle doit être un petit peu plus décalée sur Van Dorp, qui lui doit couvrir l'autre côté. Moins incisif qu'à ses habitudes, l'Écossais Gordon Reed. C'est un peu long, ça va sortir. 0,40. Et l'occasion de revenir au score. Et oui, 3 balles de break. 0,40 sur le service de l'Écossais Gordon Reed. Belle première balle, il le sort. Il a carrément joué sur lui, sur l'homme comme on dit. C'était le bon choix. Ouais, c'était le bon choix. Mais encore une fois, une balle trop courte et pas du tout assez incisive. Et ouais, Van Dorp qui voilà juste son fauteuil fixe et allume le volley. En double sur le tournoi ATP, WTA de la même manière. C'est un coup qui est efficace de part et d'autre. Le temps de remonter le bras. Et on voit la détermination de la Puente et de Van Dorp qui recolle au score 3-2 dans cette deuxième manche. Et je regardais la saison et les résultats de Gordon Reed, qui est, comme on le disait, la star de ce tournoi. Il enchaîne les finales, les demi-finales, notamment à Wimbledon. Il est allé chercher une belle performance, il était incliné en finale face à Hewitt et Gérard. Oui, il était en partenariat avec Hewitt, donc c'était contre Gérard Olsen qu'ils ont perdu en finale. Ils ont gagné en finale. Oui, c'est une des meilleures équipes du monde, les Britanniques. Vous avez Alfie Hewitt et Gordon qui jouent ensemble depuis quelques années. Alfie a été numéro 1 mondial. Aujourd'hui, Alfie doit être 3e mondial si mes sources sont bonnes. C'est un des meilleurs joueurs du circuit et donc la plupart des finales, notamment jusqu'à l'année dernière, c'était quasiment systématiquement entre Oudé Pfeiffer, la paire française, et eux. Maintenant, vous avez notamment Gérard Olsen, le Belge et le Suédois, qui ne joueront pas ensemble au jeu puisqu'ils ne sont pas du même pays, mais qui là viennent un petit peu taquiner ce quatuor qui a l'habitude de se faire des petites finales de Grand Chelem. Mal négocié de la part de l'Espagnol. Il est perdu là, clairement l'Espagnol est perdu là. Il sait pas. Je pense que c'est un mauvais choix tactique de la part de l'Espagnol et de l'Écossais. À un moment dans la position de chacun, il faut que Danny reste dans son schéma de jeu, qui est un schéma de contre-attaquant, et que Gordon vient mettre un peu plus la pression, même si il faut qu'il fasse confiance encore plus à son partenaire, qui vienne créer du jeu.
avec un gros point là, ici, dans ce 6e jeu. Belle longueur de balle de la part de l'Espagnol. Gordon, vous voyez, qui essaie d'intercepter, qui essaie de venir perturber. Le coup droit de la Puente. Alors, connaît bien l'Espagnol dans ce rôle. Très belle attaque de la Puente qu'oblige Gordon. Et voilà, dans son replacement. Dans le dos, très beau point. Ouais, c'est bien joué, dans le dos, comme vous dites. 30-0. Profiter là de cette zone au milieu du court. Pas simple quand on joue tous sur son partenaire, de trouver sa place, de savoir comment créer un petit peu de confusion chez l'adversaire, comment rentrer dans le terrain, sortir. Au bon moment. Et ouais, c'est encore une fois, c'est tout le problème quand vous avez une équipe hétérogène comme celle de Gordon Reed et de Danica Versace. C'est le rétro peut-être qui va faire. Ah voilà, on le retrouve le Gordon qu'on aime. Ce toucher incroyable à Mortier. Voilà, Mortier rétro, parfait, rien à faire. Même un Jeff Van Dorp, aussi rapide qu'il soit, ne peut rien faire. Il y a eu un match très accroché. Plus d'une heure, 1h15 de jeu, 6-4 pour la paire Van Dorp de la Puente. Et 3 direct. Donc 2 balles, 3 partout pour recoller au score pour Van Dorp et de la Puente. Ce petit sourire de Gordon. Il faudra que je lui demande d'ailleurs pourquoi à ce moment précis. Parce qu'il est heureux, je crois, tout simplement, dans la vie. Et voilà, exactement la même. Vous voyez, à chaque fois, ces erreurs-là, c'est je fais mon coup droit, je suis déjà en train de me replacer vers le centre, je ne prends pas le temps de ma frappe. Il faut prendre le temps de sa frappe, rentrer dans le terrain et venir couper les trajectoires, rentrer dans le terrain. C'est tout au bénéfice de la paire Van Dorp de la Puente qui revient à 3-3. On les voit là, ils sont tapés dans les mains. Ils sont à 3 jeux de la victoire. Et oui, ils sont concentrés. Ce serait une petite surprise quand même. Ah ouais, ce serait une surprise, ouais. Ah, ils font leur partie, ils ne se laissent pas impressionner. Tactique qui paraît simple, mais en tout cas qui tiennent, efficace, mettre sous pression le maillon faible du binôme. Là, on va voir s'ils vont justement la gérer, cette pression, les deux jeunes là, pour aller chercher le titre. La deuxième balle. Très très courte cette deuxième balle. Van Dorp qui rentre dans le terrain. Quand même un petit peu trop à la volée. Le choix est bon, balle courte au service de Versace. Van Dorp qui rentre, qui attaque au centre et qui normalement doit terminer à la volée. Mais un coup pas simple, les volées hautes ou les smatchs en fauteuil. Encore une fois, pas d'appui au sol. Donc beaucoup plus dur que quand vous êtes debout. Gianni Versace, joueur de tennis en fauteuil depuis ses 12 ans. Ancien numéro 2 mondial junior. 18e joueur mondial. Quart de finaliste à Rio en double. 40-0. C'était le fameux Gustavo Fernandez, qui à son époque était numéro 1 mondial junior. C'est aussi ça qui est très plaisant. Moi, de ma génération, on était beaucoup être d'anciens joueurs de tennis valides, d'avoir eu un accident et d'être arrivé très rapidement sur le circuit. Mais en Espagne, en Angleterre, en Argentine, on a une jeune génération qui s'est formée depuis le plus jeune âge au tennis en fauteuil, parce que accident ou maladie de naissance, accident jeune ou maladie de naissance, qui fait que là, c'est des produits vraiment de la formation au tennis en fauteuil dans leur pays. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'avantage d'avoir été particulièrement un joueur valide auparavant ou pas? Alors si, il y a un avantage énorme dans la vitesse d'apprentissage. Prenez l'exemple de Stéphane Houdet, il était 2-6, donc un très bon niveau valide. Il est arrivé très vite sur le circuit, moi j'étais 5-6, je suis arrivé très vite sur le circuit au plus haut niveau. Après, la question de la mobilité. Quand vous êtes un gamin comme Shingo Kunieda et que vous jouez à chat en fauteuil à l'école, oui, forcément, quand on vous voit sur le terrain, la mobilité n'est pas la même. Vous avez des joueurs qui sont amputés, qui ont des prothèses et qui dans la vie de tous les jours marchent, et qui fait que la mobilité sur le fauteuil n'est pas la même que quelqu'un qui évolue toute la journée en fauteuil. Donc il y a de tous les profils maintenant, mais il y a une époque, il y avait une domination de profils d'anciens joueurs, et aujourd'hui une domination de profils de personnes qui ont un handicap très jeune et donc ont appris le tennis, mais assis dans un fauteuil. Ils ont loupé une occasion de faire le jeu.
Gordon Ryan qui a voulu prendre tout après le premier rebond. Coup pas facile, hein. Balle très haute après le rebond en revers inversé, il sait le faire. Et donc là ils vont mettre la pression sur cette balle de 4-3 et Gordon qui monte à la volée. Ça va être dur à ramener. Il a réussi l'Espagnol. Gordon qui rentre dans le court. Très bien joué, qui devrait être... belle défense, belle défense. Avec un gros coup droit qui sort. Ça fait jeu pour Red et Calverzacci. C'était bien joué, il en a mis un tout petit peu trop l'Espagnol de la Puente. Et Red Calverzacci qui reste en tête dans cette deuxième manche, qui mène 4-3. L'Espagnol Martin de la Puente qui a fait cette faute en direct. C'est quart de finale des JO 2016 avec Dani Calverzacci, battu ce matin en demi-finale du simple messieurs par Takuya Miki. De la Puente, c'est l'ancien numéro 1 mondial junior, âgé de 20 ans et aujourd'hui 14e mondial. C'est en quelque sorte l'avenir du tennis en fauteuil. Et pas qu'espagnol, hein, vraiment du circuit. Il est très rigoureux et très mûr. Alors il est bien encadré, hein, il a un coach. Il y a un pays qui se dégage, Michael Chez les femmes, c'est les Pays-Bas. Mais alors de loin, depuis 30 ans, les Pays-Bas écrasent la concurrence, même si vous avez aujourd'hui une Jordan Wiley chez les Britanniques, une Yui Kamiji, mais les Hollandaises ont dominé la concurrence pendant 30 ans. Il y avait Esther Verger à l'époque, Jiske Griffioen qui nous a fait le plaisir de sortir de sa retraite, qui est venue jouer au French Riviera Open, qui s'est incliné contre Yui Kamiji, qui a été championne paralympique en titre. Elles ont gagné peut-être... elles ont dû perdre 2 Coupes du Monde par équipe qui a lieu chaque année depuis la création de la Coupe du Monde. Donc voilà. Et chez les hommes, la France fait partie de ces grandes nations. Les États-Unis à l'époque, beaucoup moins maintenant, mais a été une des plus grandes nations. C'est eux qui ont créé ce sport-là. Aujourd'hui, je dirais France, Angleterre sont les 2 nations dominantes et Japon. Voilà, c'est les trois mieux représentés dans le top 10, dans les Coupes du Monde par équipe, dans du Grand Chelem. On n'en a pas parlé, mais on a eu une belle performance quand même de notre local. L'Issois, Laurent Giamartini, qui est toujours là. Oui, alors Laurent Giamartini, moi quand j'ai commencé en 2001, donc la compétition, je me souviens, première défaite contre un joueur français, et ma seule pendant très longtemps, ça a été contre Laurent Giamartini, ancien numéro mondial, médaillé aux Jeux de Séoul, aux Jeux paralympiques, et donc oui, on est sur... Voilà, une des légendes du tennis en fauteuil et qui nous fait le plaisir de jouer chaque année. Et parce qu'en fait, lui, il a fait son comeback il y a quelques années. Vous savez, il y en a comme ça. Moi, je ne sais pas si j'aurais le courage, ou pas d'ailleurs le courage, mais en tout cas de revenir, mais qui est encore compétitif. Et on le voit, hein, il a su s'adapter aux nouveaux joueurs. Il est moins jeune. Il a je crois maintenant, peut-être me gronder, mais il doit avoir pas loin d'une 50aine d'années. Peut-être un tout petit peu moins. Et donc... Voilà, Jérôme Martini qui a joué Jeff Van Dorp, le Belge. Il l'avait joué déjà la semaine passée à l'île de Ré. Et là, il était mené au score après avoir perdu le premier set. Et il s'est arraché pour gagner 7-5 au troisième. Ouais, contre Geoffrey Jaziak. Et puis ensuite, en quart de finale, le Belge, Jeff Van Dorp, qui est quand même aujourd'hui la nouvelle génération. Et avec une vitesse de jeu qui n'est plus la même que celle qu'avait dû connaître Laurent Giamartini. Donc l'a emporté plus largement. Mais oui, on a encore des très bons joueurs. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a une envie de durer, une envie de venir se confronter à cette jeune génération. Et voilà, ça fait plaisir de retrouver ces joueurs avec qui moi j'ai eu le plaisir de jouer pendant des années. En tout cas, c'est l'intérêt de la discipline, c'est qu'on peut durer aussi. Oui, parce qu'en fait, l'âge, c'est pas vraiment un facteur. Alors, c'en est un, évidemment, si tu as 60 ans, 70 ans, c'est dur d'être compétitif de toute façon, mais c'est plus le nombre d'années en fauteuil. C'est ça qui est quelque chose d'assez important. Donc quand vous commencez le tennis en fauteuil à 30 ans, à 50 ans, ça fait que 20 ans que vous en pratiquez. Si vous n'avez pas commencé à l'âge de 5 ans, on vous dit qu'à 35 ans, vous êtes déjà un retraité. Donc il y a des joueurs qui peuvent durer beaucoup plus. C'est vraiment le nombre d'années fauteuil. Avec un gros point là, et ce beau coup droit de la Puente pour conclure ce long rallye. Très beau point, mais là encore une fois, Gordon Reid pas assez incisif et percutant. Il ouvre de l'espace sur cette volée qui met quand même dans le coup droit de la Puente et qui laisse aucune chance à Calverzacci en défense. Et avec 2 balles de jeu pour égaliser à 4 partout. Même physionomie que le premier set. Et l'occasion de revenir à 4 partout dans ce deuxième set. Il va changer de côté rapidement.
Jeu de la Puente Van Dorp. Et mal négocié encore cette balle par Gordon Reid qui a voulu 4 jeux partout. l'amortir, mal centré. 4 partout. Et attention, ils sont en danger, les jeunes loups du circuit Van Dorp et de la Puente qui sont à 2 jeux de la victoire. Avec Gordon Reid qui va servir. Et qui va devoir tirer vers le haut son partenaire. Il a fait là quelques erreurs. Je pense qu'il s'en veut. Cette volée, là cette demi-volée amortie. Retourner sur des bases tactiques assez classiques. De venir mettre la pression aux adversaires. Il est bon à la volée. Il a dû toucher, il est rapide. De laisser Danny, moi en tout cas si j'étais leur coach, c'est ce que je leur dirais, de laisser Danny justement dans son rôle où il a besoin de se sentir poussé dans les cordes, besoin de faire ce spectacle, d'être au fond. Et non pas d'être celui qui est censé faire le point devant. Bon après, c'est facile à dire. Je sais bien, j'étais dans leur position. Allez, beaucoup droit ici de Van Dorp. On finit le point sur cette attaque de coup droit à mi-court. Tremble pas de la Puente Van Dorp, ils construisent leur point, ils mettent sous pression Reid et Caversacci et puis efficace, sans prise de risque, avec de la marge. Sans calcul de la part de Van Dorp et de la Puente qui y croit pour aller chercher ce titre ici au French Riviera Open. Plus de 56 engagés messieurs dans les 2 tableaux. Attends, deuxième rebond. Il n'a pas pu la ramener cette balle, il a mal centré. C'est vrai que c'était une balle un peu morte là au milieu du court. Et oui, mais encore une fois, un peu trop attentiste au fond. Gordon qui refait une volée, il tente, mais sa volée, c'est une volée posée, c'est une volée sans intensité, donc ça donne du temps aux adversaires. Et Danny qui se dit que sur cette volée-là, il va pouvoir justement gérer derrière. Et ben non, la balle est courte, il faut aller la chercher. Un bon premier service là de Gordon Reid que n'a pas pu ramener de la Puente. Il a été pris. Il a cherché service sur le T. Et on voit un étirement complet. Il a essayé de prendre à contre-pied l'Espagnol à la volée qui était en train d'aller au centre pour intercepter. Il va chercher le long de ligne Gordon Reid pour monter derrière. Avec cette volée de revers inversé très très compliqué à faire, qu'il fait très très bien. Il faut un gros poignet pour ramener ça. Une bonne épaule aussi. Très bien joué de Van Dorp dans le remplacement de Caversacci qui s'en sort très bien sur cette volée réflexe. C'est un point important. Il remet de la hauteur. Espagnol. C'est très bien joué ça de la part de la Puente. Très bel angle, belle profondeur. Mettre Caversacci sous pression. Combat de lift là du fond du court. Il a tardé à se placer, il s'en sort. Ouais. Il a voulu intercepter, mais le hauteur de balle à Gordon. Point du match, j'ai l'impression. Il va vouloir chercher ce point. Il a dépassé la vingtaine de frappes. Il s'en sort bien Caversacci. Amorti. Ça sort. 40-15. Et là, je vois des 2 joueurs. Point très important, ça donne 2 balles de break pour Van Dorp de la Puente qui, s'ils remportent ce jeu, serviront pour le match et pour un premier titre au French Riviera Open. Ils y sont allés, c'est eux qui ont mis le degré de pression supplémentaire. En fait, le rapport de force s'inverse depuis le début. Et ce retour de la Puente magnifique, ce revers décroisé, imparable, après pourtant un beau service de Gordon Reid impressionnant et qui emmène son partenaire Jeff Van Dorp pour servir pour le match. Superbe retour bloqué, on peut parler d'un retour bloqué de la part de la Puente. Grande force dans le bras pour sortir ce revers complètement sur l'extérieur. Ils n'ont pas pu ramener ce revers et c'est la bonne opération. Ils sont plus qu'à un jeu du titre ici. On va voir comment vont réagir
Gordon Reid et Caverzacci, les tenants du titre. Ils vont essayer de les emmener, de les pousser à un super tie-break pour le 3e set. Mais pour l'instant, c'est la jeune génération, ici Jeff Van Dorp au service et son partenaire, l'Espagnol Martín Lapuente, qui mène 6-4, 5-4, service à suivre pour un titre en double au French Riviera Open. Ça serait la belle opération pour Van Dorp qui participe pour la première fois au French Riviera Open. Mais vous l'avez dit, il sort d'un gros tournoi en Belgique où il a sans doute emmagasiné pas mal de confiance. Et oui, il a battu en demi-finale le numéro 6 mondial et numéro 1 belge Joachim Gérard, donc son aîné, et puis le double vainqueur de la Wimbledon, le Suédois Stefan Olsson. Donc oui, une grosse confiance, et puis à un moment, vous savez, l'alchimie entre partenaires, important. Et on a vu l'équilibre passez vos balles, s'il vous plaît, ramasseur, merci. De Gordon Reid, superbe de facilité, avec sa patte gauche là, en coup droit. Il y en a une qui est passée juste en dessous là. Il va falloir répondre présent là sur ce jeu pour Reid et Caverzacci sous pression. On va voir le pourcentage de première du service de Lapuente. Voir si les jeunes tiennent la pression sur ce jeu plus qu'important. Ils ne tremblent pas, ils avancent, ils mettent sous pression Gordon et Dani. Avec ce revers toujours particulier de Van Dorp qui utilise la même face du cadre pour effectuer le revers. Et oui, le fameux revers inversé qu'on a pu découvrir sur le circuit au début des années 2000, même fin des années 90. Et oui, Gordon aussi qui a la peine, qui lui la boise ce coup droit sans aucune raison. Puis on voit là à l'image les étudiants de la Moos Business School. Ils ont aidé dans l'organisation toute cette semaine. Ils viennent apprendre les métiers du sport et de l'organisation événementielle. Et nous aident sur tous les différents corps de métier pendant le tournoi. Ça joue au centre, on voit. C'est toujours stratégique. Ça peut créer l'hésitation entre les deux joueurs. Et oui, il faut créer de l'espace. Il faut sortir des trajectoires, de mobiliser, déplacer les adversaires. Beaucoup plus risqué de jouer dans les couloirs, de jouer à la ligne plutôt que le centre. Mais le centre est aussi un endroit où les joueurs ne s'aventurent pas forcément puisqu'il faut de la place. Les deux fauteuils ne se rendent pas dedans. Il faut garder chacun son côté. Bien servi là, en tout cas de Lapuente. Très belle volée de Van Dorp. C'est très bien joué. Il prend son initiative, le jeu à son compte pour aller conclure cet échange à la volée. Très belle construction en 3 frappes. Bon service de Van Dorp, de Lapuente. Van Dorp qui rentre dans le terrain, qui ouvre avec son coup droit, qui vient claquer cette volée de coup droit croisé. À 2 points du match, Van Dorp de Lapuente. Ça ressemble presque à un automatisme, Michael, entre les deux joueurs. Et pourtant, pas dire qu'ils ont passé leur vie à jouer ensemble. C'est la première fois qu'ils jouent ici, ensemble tous les deux. Et voilà, c'est fait, 40-15. Et oui, 2 balles de match. 2 balles de match pour la jeune génération, Jeff Van Dorp. Ils n'ont peur de rien, ces deux jeunes loups là du circuit. Jusqu'au bout, ils agressent leurs adversaires. Et attention au service de Lapuente. Qu'est-ce qu'il va tenter? Il a tenté sa première. Il n'est pas conservateur. Il n'a pas fait une première seconde. Il s'est dit je vais me la tenter. C'est ma balle de match. 30 pas sur sa deuxième. Belle longueur de retour de Reid. Caverzacci qui rentre dans le terrain. On a vu hésiter. Ça va être bien joué, ça va gêner. Ils avancent encore. Belle défense. Encore la volée. Ils sont sous pression, Reid et Caverzacci. Voilà, il était mal placé. Il laisse Gordon sur ce revers. Encore un gros point là pour aller chercher ce match. Elle est courte. Van Dorp qui rentre dans le terrain, qui la place au milieu. Gordon qui prend le contrôle, voilà, et qui sauve cette première balle de match. Super passing. Incroyable, on l'a vu, il a vraiment pris le lead comme s'il se disait bon ok, j'ai plus le choix, je suis au pied du mur. Il a pris le lead là dans ce point, dans cette balle de match, et pour terminer sur ce très très beau passing et sauver cette première balle de match, 40-30. Van Dorp de Lapuente. C'est chaud, sur cette fin de match, on a vu un point très spectaculaire. Ils veulent pas lâcher. Deuxième balle pour de Lapuente.
Belle longueur, Gordon à nouveau. C'est sur une erreur finalement de Gordon Reid que les jeunes loups du circuit de la Puente Vandorp s'imposent ici au French Riviera Open. Une très belle finale de double donc sur le score de 6-4, 6-4. C'est une belle surprise de cette équipe, Jeff Vandorp et Martin de la Puente. Ils n'ont pas tremblé, ils ont tenu leur match tout du long. Beaucoup d'erreurs dans la paire commise par la paire Reid-Caversacci, des choix tactiques selon moi pas justes et un Gordon qui n'a pas su emmener son partenaire vers le haut. Et donc très content en tout cas pour cette petite jeune équipe pour leur première participation en double ici, qui viennent détrôner les tenants du titre, Reid et Caversacci, qui deviennent les nouveaux vainqueurs du French Riviera Open pour cette 3e édition. C'est vrai que c'est une vraie surprise. On a vu l'Espagnol Caversacci sous pression tout au long du match. Et finalement, ce sont de la Puente et Vandorp qui s'imposent ici pour cette finale de double à la Mouratoglou Tennis Academy. On s'est régalé, Mickaël, sur cette finale de double. Et demain, il y aura la finale du simple entre Gordon Reid et le japonais Takuya Miki. Ça va être une belle partie de haut niveau. Ça va être du très très niveau. C'est 2 premières têtes de série. Oui, on a hâte de les voir. Gordon doit défendre son titre. Il avait battu Nicolas Pfeiffer l'année dernière. Takuya Miki nous fait l'honneur de sa présence cette année. C'est le sosie. Le sosie dans sa façon de jouer de Shingo Kunina, le numéro 1 mondial. Il a appris à jouer de la même manière que lui, avec le même entraîneur, la même académie. Et donc il vient là. Et donc on va voir un très beau match demain matin sur les antennes de Canal+. Donc on vous attend très nombreux pour passer encore un grand moment de sport tous ensemble. Merci beaucoup, Mickaël. On vous donne donc rendez-vous ici dans le sud de la France à la Mouratoglou Tennis Academy à 10h30 sur Canal+. Bonne soirée.